Bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin pour la publication des résultats semestriels de la société BioUV Group. Et donc, on a le plaisir ce matin d'avoir son président Laurent-Emmanuel Mijon et le directeur financier Sébastien Marin qui vont pouvoir revenir sur l'activité, sur les faits marquants du premier semestre, rentrer plus en détail sur les comptes et nous parler évidemment des perspectives. Voilà, des résultats semestriels qui ont confirmé en tout cas la rentabilité du groupe et le focus de génération de cash exprimé depuis plusieurs mois maintenant. Écoutez, Laurent, Emmanuel et Sébastien, je vois que voilà, les gens se sont connectés. On va commencer pour être à l'heure et puis donc à la fin de votre présentation, si vous voulez poser vos questions, soit vous montrez sur scène, soit vous pouvez les poser à l'écrit dans la partie questions et on les donnera à la société. Voilà, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci Julia. Bonjour à tous. Merci pour votre confiance puisque la plupart d'entre vous sont avec l'entreprise BioUV dans son capital depuis un certain nombre d'années. Pour ma part, c'est la 7e année où je présente des résultats semestriels. Donc on commence à avoir, en tout cas pour ce qui me concerne, une bonne vision de l'entreprise et des marchés et des potentialités. Je suis heureux aussi de pouvoir le faire avec Sébastien qui est avec nous depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, ou presque un an et demi. Des résultats qui sont plutôt conformes à ce qu'on attendait et qui sont dans la droite ligne de nos objectifs et notre stratégie de rentabilité et rentabilisation de cette entreprise, de désendettement pour pouvoir structurer cette entreprise pour les prochaines étapes dans un marché de l'eau au sens large qui est assez porteur, voire très porteur dans certaines applications. Et on rentrera un petit peu plus dans le détail de ces opportunités et des tendances que l'on peut percevoir sur ces derniers mois. Donc, je rappelle, mais vous êtes tous très au courant de qui nous sommes. Globalement, on peut considérer que BioUV est un leader dans le traitement de la désinfection de l'eau sans chimie. C'est un élément important, c'est-à-dire que nos trois technologies que sont l'UV, l'ozone, donc pour sa filiale Triogène, et l'électrolyse de sel pour sa filiale Corelec sont des technologies qui n'utilisent pas de chimie et c'est un élément de différenciation très fort. Cette dimension environnementale est un élément marquant de l'entreprise. À titre d'information, on passe la certification ISO 26000 la semaine prochaine. Donc au-delà d'être 9001, on s'engage aussi sur une certification plus proche de la dimension environnementale. Donc les trois technologies, on en a parlé. On peut rajouter l'AOP, donc l'oxydation avancée. On a toujours ces deux divisions, mais on est en train de faire évoluer notre business model. On en parlera tout à l'heure, qui sont donc les divisions maritimes et terrestres, en essayant de les faire évoluer vers une dimension plutôt produit, une dimension ou un marché plutôt solution, et aftermarket et pièces détachées. Donc c'est l'évolution qu'on essaie de donner à notre business model. Mais on a deux marchés mondiaux qui sont de taille très significative, avec des croissances très intéressantes. Donc on est dans un univers de l'eau, à la fois sur le terrestre et sur le maritime, qui sont des environnements en croissance pour la plupart d'entre eux et de taille très significative. Si l'on regarde le passé, depuis l'IPO, donc en juillet 2018, ça fait maintenant 6 ans, on a une croissance annuelle moyenne de 33% et on a deux intégrations, deux croissances externes, Triogène, ex-filiale de Suez, Corelec, leader dans l'électrolyse de sel, qui ont été réalisées en 2019-2021. Et il sera peut-être temps pour nous en 2025 de regarder ce qu'on peut faire en termes de croissance externe. Dans nos activités, et là aussi vous les connaissez, mais je mettrai un petit focus spécifique sur les évolutions de ces différentes activités. L'activité terrestre, aujourd'hui, est notre activité prédominante. L'activité maritime, et vous le savez, du fait de la fin du marché en 2024 sur le rétrofit, fait que l'activité terrestre reprend une part prédominante, avec des développements assez significatifs sur la partie réutilisation des eaux usées, sur la partie aquaculture. On a plutôt des marchés qui sont flat sur la partie traitement des eaux de piscine, d'accord. Et puis sur la partie eau industrielle et eau potable, on a des tendances qui peuvent être intéressantes, notamment sur la réutilisation des eaux usées traitées. Et donc si on regarde le marché de l'UV et de l'ozone au niveau mondial, ce sont des marchés qui sont estimés pour la désinfection, encore une fois, c'est le métier sur lequel on est, mais on est en train de le faire évoluer en proposant des solutions et pas uniquement des produits. C'est un marché qui est estimé autour de un petit peu moins de 3 milliards d'euros par an. Et sur la partie maritime, jusqu'en 2024,
on pouvait estimer que la taille du marché était autour de un peu plus d'1 milliard d'euros. À partir de 2025, ça va changer puisque la réglementation se termine, c'est-à-dire que les navires qui étaient censés s'équiper devraient s'équiper. Alors, on a quelques retardataires, mais enfin, ce n'est pas le gros du marché. Donc, à partir de 2025, on devrait avoir un marché sur le rétrofit qui devrait baisser. Nos sites de production, donc on est sur des sites de production qui globalement représentent à peu près une surface de production de 10 000 m², pour vous donner une taille. C'est 160 personnes, un petit peu moins. Le plus gros site et le site le plus significatif, c'est le site de Lunel, siège social, où on a un peu plus de 6 000 m², notamment avec la nouvelle extension. Pour ceux qui sont venus nous voir, on a créé une extension qui nous permet de pouvoir travailler de façon plus optimisée sur la production. On en discutera. On vient d'acheter une machine qui va être installée chez nous à Lunel pour 500 000 euros. C'est la première fois que BioUV investit dans de l'industriel à cette hauteur-là. Vous rappelez qu'on avait des schémas d'investissement qui étaient très liés à la R&D. On réduit nos investissements R&D, on réduit nos investissements au sens large et on essaie d'investir un peu plus dans le matériel. Donc 6 000 m² chez BioUV à Lunel. On a une location chez Corelec où il y a à peu près 1000 m² et chez Triogène, on a un petit peu moins de 2000 m² avec un centre d'excellence qui est dédié à l'ozone principalement, mais il y a encore un petit tiers de l'activité de Triogène qui est sur l'UV. Donc on peut dire qu'on est un acteur européen avec une vraie prégnance sud de France pour sa production et des business qui sont toujours à plus de 50% à l'international. Alors une slide qui parle, en tout cas pour moi, me parle beaucoup, j'espère que pour vous aussi, c'est l'évolution au cours des dernières années. Je vous disais, moi, ça fait 7 ans que je présente ces chiffres et j'ai pu voir, et j'espère que vous aussi, un certain nombre d'évolutions. D'abord en termes d'activité. Évidemment, quand vous regardez les premiers histogrammes à gauche, on voit une évolution du chiffre d'affaires, alors annuel, 12 millions en 2018, puis une vingtaine de millions, puis 32, un petit plat 33 en 2021. On reprend la croissance en 2022, notamment avec la partie Biosi, mais aussi avec un aspect Corelec. 43 millions en 2023 et un premier semestre qui est un peu en dessous de ce qu'on avait fait l'année dernière, principalement sous l'effet, on en avait discuté au mois de juillet, de la baisse de l'activité Biosi sur la vente de systèmes. Mais hors cette baisse qui était plutôt autour de 2,5 millions, nos autres activités étaient en croissance plus ou moins forte, plutôt forte à l'international, plutôt intéressante sur la partie réutilisation des eaux usées traitées, sur l'aquaculture et un flat plus sur la partie piscine. C'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais ce qui est plus intéressant, c'est aussi de générer du cash et surtout de la rentabilité. Donc notre rentabilité qu'on mesure pour ce qui nous concerne sur la marge d'EBITDA, on a une activité qui de plus en plus devient rentable puisqu'elle a passé d'un taux d'EBITDA de 7% en 2018 à un premier semestre qui était autour de 17% cette année et un objectif d'être assez proche de 15% à la fin de l'année. C'est le niveau qui nous semble refléter une bonne performance dans la gestion de cette entreprise et des potentialités de marché telles qu'on les perçoit pour cette année 2024 et pour les prochaines années. En termes de résultats d'exploitation, on était déficitaire en 2019, il y avait quasiment rien en 2018 et on a commencé à générer un résultat d'exploitation positif jusqu'à 4 millions d'euros en 2022. Un peu moins de 2 millions d'euros en 2023 et on est autour de 2 millions d'euros aussi sur le premier semestre 2024. Je vous rappelle que au-delà de l'EBITDA, les investissements passés qui étaient significatifs, on est monté jusqu'à 3 millions d'investissements pour une activité qui faisait entre 10 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a les derniers amortissements qui tombent cette année, notamment sur la partie USCG, enfin la partie maritime. Quand on dit que le marché s'arrête, les amortissements qui vont avec s'arrêtent. Donc, à partir du 30 septembre, on a beaucoup moins d'investissements ou d'amortissements des investissements qui ont été faits sur l'activité maritime. On a investi 15 millions d'euros sur cette activité-là au cours des 10 dernières années et les amortissements sont en train de s'estomper. Mais globalement, on a des dotations qui sont pas très loin de 2 millions. Ce qui fait que nos 3,8 millions d'EBITDA, moins 2 millions de dotations aux amortissements, on se retrouve autour de 2 millions, 1,9 million de résultats d'exploitation. Ce qui est encore plus intéressant, c'est notre capacité à générer du free cash flow qui se fait bien évidemment par notre exploitation, qui devient de plus en plus rentable, mais aussi par notre capacité à essayer de réduire nos investissements parce que aujourd'hui on considère que l'on a suffisamment de produits pour nous permettre d'attaquer les marchés
Les plus stratégiques pour nous, que ce soit l'aquaculture, la reuse, alors il faut toujours en faire un petit peu, mais on n'est plus sur les 3 millions d'euros qu'on avait, on est plutôt sur des tendances entre en R&D autour d'1 million, plus du CAPEX opérationnel dans nos sites qui devrait nous amener autour de 1,5 million à 2 millions. Donc on est quand même sur une tendance plutôt à la baisse. Et c'est ce qu'on voit sur les histogrammes. On était autour de 2, 1,9, 3, 2,7, 2,2, 2. Et cette année, on va encore baisser le niveau d'investissement. Et puis, on a aussi notre capacité à mieux maîtriser notre BFR, ce qui fait que globalement, on a un free cash flow qui continue à fortement progresser. L'intérêt pour nous, bien évidemment, c'est de rembourser nos dettes. On avait un niveau de dette qui était assez significatif. À ce jour, on a un gearing, donc au 30 juin, qui est autour de 57%, avec un objectif pour nous, à la fin de l'année, de revenir autour de 50%. Donc voilà cette slide qui résume plutôt bien l'évolution de cette entreprise au cours des 6 dernières années. Je vais passer la main à Sébastien pour donner les grandes tendances et puis peut-être compléter ou commenter tout à fait. En fonction des différents éléments. Merci Laurent-Emmanuel, bonjour à tout le monde. Juste un point rapide, un retour sur l'activité, avec 80% qui est fait sur l'activité terrestre, 20% sur l'activité maritime. La baisse de chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros sur le semestre est impactée, on va dire, quasi exclusivement sur les activités maritimes. Et on verra à l'intérieur des activités maritimes l'inversion du mix entre la vente de systèmes et puis la vente de solutions. Si je reviens sur les activités terrestres, on a quand même une bonne résistance des ventes en France et une croissance assez soutenue sur l'export. Alors on a toujours un marché de la piscine qui reste en recul. Alors d'un point de vue global, qui est en recul assez marqué, qui dépasse les 20% en France. Alors même si nous, à l'intérieur du groupe, on va surperformer, on reste quand même en petite baisse, en sachant que c'était une activité assez margée. Donc c'est pour ça qu'on suit ça de près et on reste en surperformation par rapport au marché, par rapport à nos positionnements sur le développement durable et sur les éléments premium de nos solutions. Je rajouterai juste un petit élément, les dernières tendances, parce que là, on est à fin septembre et l'activité de piscine est terminée, ou la saison se termine. Et globalement, on fait plutôt un bon été et une bonne fin de saison. Et on a quelques espoirs de faire un bon dernier trimestre qui devrait nous permettre d'être pas très loin de l'équilibre, ou en tout cas, c'est notre objectif de fin d'année sur ce marché de la piscine qui, oui, est plutôt en difficulté, mais il y a encore de belles opportunités. Sébastien le disait, on a un positionnement premium et environnemental avec nos technologies qui est assez intéressant. Et puis c'est vrai qu'en complément, autant le neuf peut se porter un peu moins bien, autant la rénovation se porte plutôt très bien et on est assez bien positionné avec les acteurs de la rénovation. Donc en faisant à la fois du neuf et de la rénovation, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Et puis on a les activités industrielles pour lesquelles on reste en croissance, donc ça c'est une très bonne nouvelle, notamment avec la réutilisation des eaux usées et on reviendra dessus tout à l'heure avec quelques exemples. Et puis sur l'export, croissance de plus de 15% quand même sur le semestre, que ce soit l'ozone, l'UV en termes de technologie, et l'Asie commence à repartir et le Moyen-Orient se portant toujours très bien. Sur les activités maritimes, 2 points, donc ça on a noté, le recul au premier semestre comme attendu, on perd 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On arrive quand même à récupérer, dans le terme de rétrofit, les derniers bateaux qui ne sont toujours pas en règle, on arrive quand même à en capter et on attend quand même une amélioration de l'activité sur le deuxième semestre, justement avec tous ces retardataires, et on restera toujours aussi sur 2025. On équipe aussi pas mal de marines nationales, donc oui, ça va être la fin du marché, mais oui, on va continuer quand même à vendre des systèmes et on verra pourquoi pour nous c'est important pour la suite. Et on a quand même bien sûr des axes de développement sur cette activité maritime. On reste dans la décarbonation du monde du maritime. On est sur tout ce qui est vélique. On entend de plus en plus parler effectivement de bateaux à voile et on est dessus puisque dans nos engagements ESG, on est totalement en phase aussi avec ce mouvement-là. On teste aussi, donc ça reste encore pour l'instant de la R&D, mais on a des subventions européennes pour l'éolien en mer, pour traiter les eaux portuaires, pour aussi mettre nos systèmes dans des containers. Donc voilà, tout le savoir-faire, tout le R&D et tous les investissements du passé,
on va arriver demain à les mettre dans des nouvelles solutions. Alors, c'est pas forcément des marchés de la même taille que ceux qu'on a vus pour la partie ballast. Je vous donne un exemple sur le traitement des ports. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques navires qui aujourd'hui sont pas équipés et qui préfèrent que ce soit le port qui traite leurs eaux de ballast. Donc aujourd'hui, dans un certain nombre de ports, on regarde aussi notamment à Anvers, mais Hambourg et d'autres ports, pour mettre des barges qui sont soit en location, soit en vente, qui permettent aux bateaux qui sont pas équipés de pouvoir traiter leurs eaux de ballast. Donc on met des systèmes et c'est aujourd'hui un projet de développement que l'on est en train de tester du côté de Port-la-Nouvelle, qui permet à la fois de traiter les eaux des ports, mais aussi de traiter les éoliennes. Donc c'est un projet. Et la réglementation sur les éoliennes, en tout cas le traitement des ballasts des éoliennes, puisque les éoliennes en mer maintenant sont de plus en plus en eau profonde, et pour ça il faut mettre des ballasts. Et la réglementation devrait s'inspirer de la réglementation au niveau des ballasts. Donc en tout cas c'est le cas pour les mers du territoire français. Et on devrait avoir une réglementation internationale qui devrait s'en inspirer. Donc on pense, mais on n'a pas toutes les certitudes, qu'on devrait pouvoir développer nos compétences du marché du traitement des eaux de ballast sur les ports et sur les éoliennes en mer. Voilà. Si on vous parle beaucoup de services d'aftermarket, donc aftermarket pour nous c'est toutes les activités de services et de pièces détachées à la fois. On a essayé de poser quelques chiffres qu'on peut communiquer. On avait 3,5 millions de chiffre d'affaires sur l'activité maritime en 2022 et ça représentait une vingtaine de pourcents de l'activité maritime. Là où on avait 3,8 millions en 2023 pour un mix à 31%. Et sur 2024, on s'attend à une croissance à deux chiffres, voilà, plutôt autour des 4,5 millions sur 2024 sur l'activité maritime. Et on se rapprochait plutôt d'un taux de 50% d'activité de service. Et donc en fait, plus on va vendre des systèmes aujourd'hui et plus demain, on pourra développer aussi notre activité de service. Et c'est ce qu'on discutera aussi tout à l'heure avec la création d'une business unit spécifique à l'aftermarket pour être encore plus proactif et aller chercher du business sur tous les systèmes que l'on a pu vendre dans le passé. Globalement, on a vendu à peu près 800 systèmes. Donc on est un petit poisson dans un océan assez grand, mais on a un nom, au moins en Europe. Et sur les 800 systèmes qu'on a vendus aujourd'hui, on en a 150 qui sont actifs, soit en pièces détachées, soit en service. Donc c'est pour vous donner la possibilité de développement sur cette activité-là dans les années futures. Et c'est pour ça qu'on a embauché Jean-Philippe Picard-Muller, qui venait de chez FIV, qui nous a rejoint il y a maintenant 3 mois pour développer l'activité aftermarket sur l'ensemble des activités de l'entreprise, le maritime étant un point important pour lui et pour nous. Donc si on rentre maintenant un peu plus dans le détail des chiffres, même si vous avez déjà eu un aperçu avec Laurent Emmanuel, je vais passer assez rapidement, mais essayer quand même de donner une vision, du moins pour la fin de l'année. Donc on a une marge brute qui augmente, ça on a parlé, ça c'est l'effet mix qui s'inverse avec une part prépondérante, de plus en plus prépondérante de l'aftermarket. Et malgré la baisse de chiffre d'affaires, on a un EBITDA qui se maintient à 3,8 millions, et donc avec un taux de marge qui dépasse les 17%. Les dotations aux amortissements continuent à augmenter légèrement du fait de la R&D du passé. Et à partir du 30 septembre 2024, ce qui avait été planifié à l'époque, elles vont se réduire assez nettement. Alors ça se verra peut-être pas à fin 2024, mais à 2025-2026, on aura 1 million de dotations en moins. En termes de résultats financiers, alors il y a deux choses dans le résultat financier. Il y a le résultat financier qui va porter sur les intérêts de notre endettement et qui reste assez stable, relativement stable, autour de 400 000 euros sur le semestre. Et puis on a 200 000 euros d'impact de dépréciation de titres autodétenus du fait de la diminution du cours de bourse. On s'attend plutôt à une stabilisation de la charge financière liée à notre endettement. En termes de résultats exceptionnels, alors on a un impact ce semestre et on a fait une communication en juillet. On a soldé un litige aux US avec Neptune Benson, donc il y a un impact financier. Tout ça, c'était payé, c'est du passé. On a décidé de le prendre dans les comptes du premier semestre. C'était connu, c'était publié. On l'aurait pris de toute façon au 31 décembre. Donc, autant le prendre dans les comptes au premier semestre. C'est quasi exclusivement ça. On n'attend pas forcément d'autres éléments exceptionnels d'ici la fin de l'année. Donc, c'est plutôt un élément positif. Et sans cet impact-là,
Là où on sort un résultat net à 0,4 millions, on aurait sorti un résultat net à hauteur d'1 million d'euros. C'est aussi un élément important dans notre stratégie, puisque pour ceux qui nous suivent depuis maintenant un certain nombre d'années, quand on a racheté Corelec, non seulement on a dit ça nous renforce sur le marché de la piscine en France, parce qu'on était dans une niche avec l'UV, et donc avec l'électrolyse de sel, ça nous permettait d'avoir une part plus prépondérante dans le traitement. Mais c'est surtout que les États-Unis, c'est le premier marché mondial de la piscine. L'objectif n'étant pas d'inonder le marché de nos technologies, mais de cibler sur certains territoires où il y a une vraie sensibilité environnementale. On peut penser sur la côte Est, éventuellement la Floride, pour lesquels il y a une vraie sensibilité aux technologies sensibles, notamment et respectueuses de l'environnement, celles que l'on développe. Le deuxième aspect, c'est que on avance plutôt bien avec l'US Navy. Ils nous ont confirmé que nos produits qui étaient en test, puisqu'on a un petit système, un B03 qui est en test depuis maintenant 1 an et que ça marche bien. Ils viennent d'installer un gros système, donc c'est-à-dire un système qui permet de traiter 1000 mètres cubes, le B03 traitant 300 mètres cubes, qui vont commencer à tester. Une fois que ces tests sont terminés, on se donne encore 1 an et demi, on passera à la phase post-engineering et la capacité à éventuellement commercialiser nos systèmes dans les navires de la Navy. Mais pour ça, il faut le faire aux US. Donc, il faudra bien que l'on ait une base aux US. Et donc, le fait d'avoir nettoyé aussi cette problématique Neptune Benson, au-delà du fait que ça nous prenait beaucoup de temps à Simon Marshall et à moi-même, et de l'argent, puisque globalement, ça nous a coûté un peu plus de 2 millions d'euros, on peut dire que la moitié, c'était des honoraires. Donc, aujourd'hui, on a l'esprit un peu plus tranquille, les finances un peu plus saines, et la capacité à aller chercher du développement sur les États-Unis, principalement sur le marché de la piscine, la capacité à pouvoir produire sur place pour l'US Navy, mais aussi quelques marchés sur l'aquaculture qui nous intéressent. En termes de tableau de flux de trésorerie, donc forte génération de free cash flow, 3,2 millions au premier semestre 2024. Donc on a une marge brute d'autofinancement à hauteur de 2,6 millions. On a toujours une variation du BFR positive en termes de cash, donc qui nous amène effectivement à avoir un flux de trésorerie assez intéressant. Il nous reste encore quelques pistes d'amélioration du BFR et on estime que voilà, on a encore 12 mois devant nous pour s'améliorer sur ces sujets-là, et puis on reviendra plutôt à un phénomène un peu plus normatif par la suite. Mais c'est des sujets sur lesquels on travaille. Ça vient aussi de l'impact de notre mix. On peut avoir des paiements différents, des clients différents, et puis moins de stockage, ou du stockage sur des pièces qui tournent plus vite, donc effectivement moins de stockage. Donc tout ça fait partie des pistes d'amélioration du quotidien et de notre BFR. Les acquisitions, on en a parlé. Alors effectivement, par rapport au passé, beaucoup moins d'investissements. Sur le deuxième semestre, on devrait quand même avoir des investissements un peu plus importants pour toucher les 1,8 million, 1,9 million d'investissements, mais avec quand même une notion importante, et il me semble que c'est la première fois dans le groupe. On fait des gros investissements productifs. On a 600 000 euros d'investissement productif sur 2024. Un peu moins d'investissement R&D. Et cet investissement productif, oui, on va le payer sur 2024, mais ça devrait nous faire gagner de la marge à partir de 2025. En fait, cet investissement, si on considère qu'on est dans une espèce d'économie de guerre, l'idée, c'est d'essayer de maîtriser nos appros, nos sous-traitants et notre savoir-faire. Donc, on est en train de faire évoluer. On a une triple transformation dans cette entreprise. On a une transformation stratégique où on passe d'un métier de produit, de catalogue, vers des solutions et de l'aftermarket. Donc, on capitalise sur les 25 ans de BUV l'année prochaine, les 35 ans de Triogène dans quelques semaines. Le deuxième élément, c'est une plus forte intégration entre les entreprises. Donc, on accélère les intégrations de nos filiales. C'est aussi un élément important. Et la troisième, c'est qu'on était plutôt des assembleurs ou des assembliers, et on veut devenir un peu plus des industriels, donc maîtriser les technologies qui peuvent être à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est la découpe laser, c'est l'usinage, c'est le microbillage, et de le centraliser chez BioUV pour Corelec et pour BioUV. Donc, on internalise les savoirs, on essaie de mieux maîtriser, on réduit le temps de production parce que c'est notre capacité à nous différencier, c'est la capacité à être flexible, agile, c'est aussi la capacité à réduire les stocks en intégrant ces éléments-là, et c'est la capacité aussi à faire évoluer nos salariés vers des technologies, des compétences plus importantes. C'est aussi une capacité à pouvoir les retenir en leur donnant des challenges sur des technologies différentes. Je
crois que c'est la caractéristique du monde dans lequel on évolue. Il faut se remettre en cause assez régulièrement, voire très régulièrement. Ça passe aussi par la capacité des salariés, mais l'ensemble du personnel, de pouvoir évoluer. Donc, si on veut aller un peu plus loin, et j'en terminerai par là, on est totalement dans notre démarche ESG, où on va diminuer l'ensemble des flux, tout ce qui est transport. Et ça, c'est important pour nous. Et puis, mettre en considération encore plus l'ensemble des collaborateurs pour les spécialiser sur certains métiers industriels. En termes de bilan, donc on a un bilan qui baisse en valeur, on passe de 71 millions à 68 millions. Puisqu'on a un BFR qui baisse et qui représente aujourd'hui 106 jours de chiffre d'affaires, là où on était à environ 130 jours, un peu plus. Et on estime un niveau normatif à atteindre notre objectif, c'est d'avoir 95 jours de chiffre d'affaires. Et puis on a un endettement financier net qui passe en dessous des 19 millions d'euros avec un gearing à 57%. Et là, je vous fais un point un peu plus spécifique sur l'endettement. Une chose importante dans l'endettement, à 19 millions d'euros, l'endettement net, il y a 70% de la dette qui est liée aux croissances externes. Donc, c'est le rachat de Triogène en 2019 et de Corelec fin 2021. Et les 30% restants étant sur le financement des investissements internes, du développement organique, du stock, du BFR, etc., etc. On a 5 millions à rembourser sous 12 mois. C'est des montants assez classiques. On sait que chaque mois, on a 400 000 euros à peu près à rembourser. Ça, on est totalement en phase avec ça par rapport à nos plans de prévision. Et puis, pour information, par rapport à nos banques, à nos pools bancaires, sans forcément trop négocier, on a des lignes court terme aujourd'hui qui sont accordées et non utilisées pour un peu plus de 3 millions d'euros. Voilà. Pour terminer, vous avez la répartition du capital que vous connaissez avec un flottant qui s'élève à 95,5%. Merci beaucoup à tous les deux. Et alors, on a quelques éléments sur les perspectives. Pardon. Ouais. Oui, qui sont aussi des éléments qui vont peut-être un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de présenter, mais un des éléments qui est important, c'est qu'on est dans un univers où il y a une forte réglementation, mais il y a aussi une forte volonté, en tout cas au niveau du gouvernement français. Il faudrait que ça se traduise aussi sur le terrain. Alors, on a la chance d'habiter dans le sud, parce qu'on devient le laboratoire de ces problématiques liées à la consommation de l'eau ou à l'empreinte eau ou sobriété eau, notamment dans les Pyrénées parce qu'il y a vraiment des déficiences hydriques très fortes et des conflits d'intérêts entre les utilisateurs, que ce soit les agriculteurs d'un côté, les industriels de l'autre, les usagers, voire les utilisateurs pour les activités de loisirs type camping. Donc, je vous rappelle les grands éléments de la lance du plan eau du gouvernement. L'idée, c'est d'aller vers 10% de réutilisation des eaux usées traitées, donc d'ici à 2030. C'est de déployer à peu près 1000 projets de reuse, principalement sur la partie industrielle. Et donc, on s'aperçoit que dans les endroits où on n'a pas de choix, notamment dans les collectivités où les difficultés sont les plus importantes, ça va beaucoup plus vite. Et les Pyrénées-Orientales, c'est vraiment le laboratoire de ce qui va se passer en France. Donc aujourd'hui, on a un cycle commercial qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait voir globalement sur la partie reuse, sur les éléments municipaux. Il faut 18 mois entre le moment où on répond à l'appel d'offres et le moment où on commence à installer. Là, on s'aperçoit que ça peut être beaucoup plus court, on peut parler d'une année. Et on voit les tendances pour participer à des appels d'offres sur les stations municipales de Saint-Cyprien, d'Argelès. Donc, les PO, c'est le laboratoire de ce qu'on peut avoir en France. Et on est plutôt pas mal placé avec différents intervenants. Nos clients aujourd'hui sont plutôt les cabinets d'ingénierie, mais on peut travailler directement avec les opérateurs sur les stations municipales. Donc, ce plan, il est important et il est en train d'être accéléré dans certaines zones pour lesquelles on peut en bénéficier assez rapidement. Pour les autres, ça va évoluer, mais c'est un élément fort de l'évolution des tendances sur le marché français pour finalement rattraper ce que font nos voisins, hein, parce que en Espagne, on est plutôt autour de 20% de reuse et l'argent qui est mis sur la table est très significatif pour aller encore plus loin. On est un peu plus de 10% en Italie. Donc, on est en train de rattraper notre retard et on est en train de proposer des solutions assez intéressantes. L'élément bloquant à ce jour, c'est plutôt les administrations et elles le sont de moins en moins quand les urgences sont de plus en plus prégnantes.
Donc, un des éléments de réponse de notre côté, vous voyez l'élément à gauche qu'on appelle un système de reuse, RW, qui peut traiter jusqu'à 700 mètres cubes. Donc, on se rapproche de ce qu'on peut faire dans la partie BioSci. Et ces systèmes-là, on vient d'en vendre un, par exemple, à Porto Vecchio cet été. On n'a pas encore communiqué dessus parce qu'il n'a pas été intégré. On a deux autres appels d'offres sur lesquels on peut communiquer. Ça vaut autour de 80 000 le système. On les vend souvent par deux, donc on parle de marché à 150 000 à 200 000 euros. Donc ça, on en a toujours vendu et on continue à en vendre, mais on en vend un petit peu plus. Et puis surtout, ce qui est intéressant, quand je vous disais qu'on passait d'un système de produit à un système de solution, c'est qu'en bas, vous voyez une box. Et cette box, elle est très significative de l'évolution de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble très fortement au système qu'on était capable de vendre pour BioSci, pour l'activité maritime, c'est-à-dire une solution complètement intégrée dans laquelle on a non seulement le traitement de l'eau, mais préalablement, on a la filtration, on a le pompage, et donc on offre une solution plug and play, donc tout directement utilisable par nos clients, qui intègre filtration, pompage, désinfection. Alors que la solution que vous voyez en haut à gauche, c'est plutôt un produit qui vient s'intégrer dans une solution plus globale. Donc aujourd'hui, on est capable de proposer une solution complète. Alors on démarre sur un petit cubage, parce qu'aujourd'hui, la réglementation fait que c'est compliqué dans les stations municipales pour aller au-delà, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas utiliser directement l'eau qui sera traitée par notre solution. Souvent, il faut qu'ils aient une étape intermédiaire de stockage, parce qu'ils n'ont pas les canalisations pour pouvoir amener cette eau à l'usage final. Et l'usage final, c'est quoi? C'est l'arrosage des espaces verts, c'est le traitement des voiries, c'est l'hydrocurage des canalisations. Bon, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Et souvent, entre la station d'épuration et l'endroit où je dois l'appliquer, il peut y avoir 500 mètres, 1 kilomètre. Et pour ça, il faut des canalisations qui coûtent très cher. Donc aujourd'hui, la solution, c'est qu'ils mettent des bassins tampons dans lesquels on peut avoir nos eaux qui ont été filtrées. Donc on démarre 5 mètres cubes, on est en train de passer à 10 mètres cubes et on fera comme on a fait avec BioSci. On fait évoluer notre gamme et on fait du scale-up pour monter sur 10, 5, 50, 100. Si le marché est là, nous on pense que pour l'instant, le marché il est plutôt autour de 10 mètres cubes et c'est les études de marché sur lesquelles on a travaillé qui nous le disent. Alors, quelques installations. Alors, on peut toujours dire, ah ouais, mais vous les faites à côté de chez vous. Bah oui, mais malheureusement, c'est là où il fait beau et c'est là où il manque d'eau. Alors, peut-être qu'un jour, on ira un peu plus loin. On commence à travailler sur le bassin d'Arcachon. Je pense qu'on communiquera assez rapidement sur l'installation d'une ville assez importante sur le bassin d'Arcachon. Et puis, ça monte petit à petit. Donc, pour l'instant, le Languedoc, ou en tout cas l'Occitanie, est précurseur parce que les difficultés sont significatives. Mais on continuera à travailler au-delà parce que malheureusement, ces difficultés-là, l'ensemble des régions françaises vont les rencontrer et la réglementation va s'imposer sur l'ensemble de ces territoires-là. Et bien évidemment, on est sur une qualité d'eau qui est la qualité d'eau et on est très fort en France pour pouvoir mettre des réglementations. Il y a 4 niveaux d'eau et donc nous, on tape sur la catégorie A qui est la plus restrictive. Et nos technologies nous permettent d'aller chercher, encore une fois, par la capacité à avoir travaillé sur des eaux très compliquées dans la partie maritime, on s'appuie sur ce savoir-faire pour pouvoir proposer des solutions qui permettent d'aller vers les eaux les plus sales ou les moins, comment dirais-je, les moins claires ou les moins faciles à traiter. Bon, et vous voyez qu'on n'a pas démarré l'année dernière. Hein, les premiers systèmes démarraient sur le golfe d'Agadir en 2012. Et puis, on a fait évoluer. On a eu quelques marchés. On vous a mis quelques éléments significatifs, mais aujourd'hui, on est sur un rythme quasiment mensuel d'installation sur une station d'épuration en France. Donc, c'est une activité qui va continuer à se développer. Elle progresse très fortement. On espère qu'elle progressera encore plus fortement dans les prochaines années. Le carnet de commandes. Donc, on a un carnet de commandes, en fait, qui est légèrement inférieur à celui de l'année dernière à la même période. Mais si je regarde un peu plus dans le détail, j'ai perdu 2,5 millions sur l'activité maritime. Donc, je devrais être à 14,5 et je suis à 15,1. Donc, ça veut dire que sur mes autres activités, je suis en croissance. Et j'ai un carnet de commandes qui, depuis 6 mois, est en croissance par rapport à celui de l'année dernière. Donc, quand je regarde tous les mois, depuis avril, mon carnet de commandes 2024 est supérieur à mon carnet de commandes 2023. Notamment à l'export, notamment sur les activités réutilisation des eaux usées traitées. Et même sur la piscine, je pense qu'on sera pas très loin de l'équilibre, peut-être un petit peu plus. On verra ce qui va se passer à la fin de l'année, en espérant faire des belles pré-saisons pour l'année prochaine. Vous avez la répartition de notre carnet de commandes entre ce qui doit se faire sur la fin de l'année et ce qui va se faire l'année d'après. On commence par notre capacité à faire évoluer notre business model de produits vers des solutions, à avoir des carnets de commandes sur les années futures, pas uniquement dans la partie maritime, mais aussi dans les parties
vente de solutions sur la reuse. Donc, on a signé les contrats sur l'année 2025 et 2026 avec certains clients qui commencent à nous donner de la visibilité. C'était un élément clé dans le fonctionnement de cette entreprise, c'est d'avoir une visibilité plus importante et de ne pas que travailler sur du 24 heures, du 48 heures ou d'une semaine. Et effectivement, un des éléments qui donne de la visibilité, c'est la capacité à noyauter nos clients ou en tout cas à les bloquer sur des contrats de maintenance et de service sur 5 ans. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Ça marche. On a signé notre premier contrat avec LDA. Donc, lui, Dreyfus Armateur dans la partie maritime. On est en train de regarder dans d'autres activités pour pouvoir faire la même chose, pour se donner de la récurrence dans nos activités et de la visibilité. Donc, vous voyez les grandes tendances. C'est donc qui doivent nous permettre de continuer sur notre rentabilité opérationnelle, qui doivent nous permettre de donner plus de visibilité. Plus de visibilité, ça veut dire de capacité à mieux acheter, de capacité à mieux produire et donc à être évidemment plus rentable. Et aussi de mettre un petit peu moins de stress parce que quand on récupère et qu'on travaille sur un rythme très court, on met beaucoup de pression sur l'ensemble de l'entreprise et sur les salariés. Le fait d'avoir plus de visibilité nous permet aussi de travailler dans un univers un petit peu plus serein. Merci à tous. C'est bon. Merci beaucoup Laurent Emmanuel et Sébastien pour cette présentation. Donc on en commence à avoir quelques questions, des questions de Pierre. Premièrement, avec l'évolution du mix, quel taux de marge brute normatif peut être visé dans les années à venir? Alors là, on est passé, on a gagné un peu plus d'1 point de marge brute conso, on est passé de 60 à 61%. Et ce qu'on va viser effectivement, c'est d'atteindre sous 18-24 mois les 65%. Ok. Donc on parle de la marge brute commerciale. Commerciale, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez quantifier les efforts restants à faire sur la réduction des charges opérationnelles? On a quelques pistes importantes pour nous qui sont liées à une capacité à optimiser, par exemple, la logistique. On considère qu'aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment bon. On n'a pas optimal. Ouais, on n'a pas de personnes dédiées dans l'entreprise. Donc, on est en train de réfléchir à comment optimiser les flux logistiques et comment mieux les commercialiser. Sur la partie SAV aussi, on s'aperçoit que on a des taux de SAV sur lesquels on doit être meilleur et un process sur lequel on travaille. Moi, je pense qu'il y a un demi-million. Si on continue à bien travailler, en année pleine, on devrait pouvoir gratter un demi-million. C'est un demi-million, donc ça c'est des réductions, on va appeler ça des frais généraux entre guillemets, mais qui ne doivent pas opérer notre capacité à se développer demain. C'est noté. La dernière question, c'est à quoi ressemble la concurrence sur l'aftermarket dans le maritime? Alors il y a de tout. Il y avait la grand-messe du maritime là, à Hambourg il y a 15 jours. On s'est aperçu qu'on était quand même assez attractif parce que beaucoup de prestataires qui sont avec des réseaux mondiaux dans le maritime sont venus nous voir en disant mais au fait, est-ce qu'on peut vous aider à mieux couvrir les besoins de vos clients, sachant que vous avez une flotte de 800 navires. Donc on a été à l'écoute, on est en train de regarder comment on peut faire. Ce qu'on voit, c'est que les plus importants opérateurs, les Alfa Laval, qui globalement a dû vendre 10 fois plus de systèmes que nous, donc il est autour de 10, enfin, on peut imaginer un peu moins de 10 000 navires, 8 000 navires équipés, 30% de part de marché, mais il a des équipes qui sont dédiées en interne et qui sillonnent tout le monde parce que ça faisait déjà des années qu'il était dans le maritime et donc il n'a pas attendu le ballast pour pouvoir avoir ses équipes de service partner. On est plutôt pas trop mal avancé en termes de présence, mais on a encore des endroits où on peut optimiser avec des prestataires qui soient meilleurs. Globalement, on a 2 personnes en interne qui sillonnent le monde. On a 2 personnes en back-office qui font de la hotline et qui planifient. Et puis, on a une quinzaine de prestataires qui sont plus ou moins bons dans le monde et qui nous permettent de travailler sur 3 niveaux. Des annual checks, donc c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement pour que chaque année, le bateau puisse être mis en conformité, notamment quand il va aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, les contrôles sont plutôt opérés aux États-Unis. Mais je vous rappelle que la mise en conformité, c'est fin 2024. Donc, les contrôles vont être un peu plus violents en 2025. Et donc, nous, on pense que ça sera aussi un élément qui fera qu'on devra avoir une activité plus importante. Parce que si votre système n'a pas été certifié de façon annuelle, notamment ce qu'on appelle les capteurs, qui permettent de capter que vous traitez bien,
que vous avez mis les bonnes doses, que vous puissiez tracer, que vous avez réalisé les opérations de ballastage et déballastage dans les bonnes conditions. Aux États-Unis aujourd'hui, c'est les seuls qui pénalisent. Je pense qu'au niveau mondial, ça va s'élargir. Et donc, on va avoir une clientèle, au lieu d'avoir 150 navires, notre objectif, c'est de rapidement doubler notre parc actif et de passer de 150 à 300. Ça veut dire un petit 40% de notre parc installé qui puisse avoir des relations régulières avec nos équipes. Donc, les concurrents les plus gros sont déjà bien équipés, mais parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'ils sont dans le maritime. Ceux qui ont démarré comme nous dans les ballasts il y a une dizaine d'années, finalement, essaient de voir comment on peut essayer de trouver des synergies entre nous, et on est en train de discuter avec un certain nombre d'opérateurs. Mais globalement, on est plutôt pas mal. On peut faire mieux. On peut toujours s'arranger pour faire mieux. Mais ce qu'on essaie de voir, c'est comment on peut développer notre offre de service, des annual checks, de l'engineering, de l'optimisation de leur système, de la formation. Et ce qu'on essaie de regarder, c'est en profiter pour que lorsqu'on vient sur les navires, essayer de commercialiser un peu plus de pièces détachées et peut-être d'autres éléments de traitement des eaux sur un navire, parce qu'il y a les eaux grises sur lesquelles on n'est pas et sur lesquelles on pourrait aller. Je vous rappelle que le système de validation des offres, il est tripartite, c'est-à-dire qu'il y a le capitaine du navire qui a son mot à dire parce qu'on vient sur son navire, mais il y a aussi le back-office et qui est l'armateur et les services centraux qui, eux aussi, doivent décider. Donc, et quand on fait du new build, il y a aussi le chantier. Donc, il faut travailler avec ces trois pour pouvoir avoir la capacité à commercialiser. Donc, ça fait maintenant 10 ans. Notre équipe commerciale est plutôt expérimentée. Ils sont chez nous depuis 3 ans pour l'un, 5 ans pour l'autre. Et les personnes de chez Biosi sont là en moyenne depuis 5 ans. Donc, cette capacité à pouvoir entretenir des relations de commerciales, mais aussi individuelles de bon niveau, font que on estime que l'on devra pouvoir continuer à se développer. Donc, pour répondre, pour des gens de notre taille, c'est plutôt pas mal. Par rapport à des gens qui sont dans le maritime depuis longtemps, on peut faire beaucoup mieux. Mais de toute façon, on peut toujours faire mieux. Merci beaucoup à tous les deux. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser à l'écrit ou de monter sur scène pour les poser à l'oral. On va attendre quelques secondes avant de pouvoir clôturer éventuellement cette présentation. Voilà, et on rappelle effectivement, vous l'avez écrit dans votre slide, que le chiffre d'affaires annuel sera présenté le 23 janvier 2025 et que vous serez également à notre journée investisseur Forum Small Cap le 13 novembre. Et donc, vous aurez l'occasion de rencontrer les investisseurs en one-to-one. Et à disposition si jamais vous voulez qu'on puisse échanger plus directement. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Ben, écoutez, merci beaucoup Laurent Emmanuel et Sébastien. Merci. Voilà, sachez que Pierre Laurent, notre analyste, donc a publié ce matin aussi son flash et donc il reste à votre disposition, même titre que les dirigeants, pour répondre à vos questions sur le futur. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.